Bienvenue. La monnaie existe depuis la nuit des temps. Ce fut d'abord le troc. Je te donne une chèvre et tu me donnes une jarre d'huile. Mais c'était peu pratique. Vous vous voyez, vous, avec un troupeau de chèvres pour aller faire vos courses? On a donc imaginé toutes sortes d'objets pour servir de monnaie, dont des coquillages et même des fers de hache en bronze. Les Grecs ont inventé les pièces métalliques 7 siècles, 700 ans avant Jésus-Christ. Cela ne nous rajeunit pas. Saviez-vous que l'expression « riche comme Crésus » vient d'un roi, qui s'appelait Crésus, qui créa les premières pièces d'or et d'argent? En copiant les pièces grecques, les Celtes, qui allaient devenir les Gaulois, créèrent les premières pièces de monnaie de notre histoire, 300 ans avant Jésus-Christ. Dingue! En guise de monnaie, les Romains commencèrent par utiliser du sel, et c'est de là que vient le mot salaire. Puis des petits lingots de bronze ornés d'un bœuf. Allez savoir pourquoi. Le premier atelier monétaire était installé près du temple de la déesse Junon Moneta, terme qui donnera plus tard le mot monnaie. Moneta, monnaie. Le denier, invention romaine, fut la première pièce à porter une valeur, 10, en chiffres romains bien sûr. Aux environs de l'an 300, l'Empire romain est en décadence. Une ultime pièce d'or circule, il est appelé le solidus. Ce solidus deviendra le sol, puis sera francisé en sou. Et le sou, vous le connaissez tous encore aujourd'hui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. En cette belle année 781, Charlemagne, vous savez bien, celui qui a inventé l'école, l'empereur à la barbe fleurie, fait frapper une nouvelle monnaie. Elle sera en argent. La livre vient de naître. La livre vaut 240 deniers. Et cette monnaie va s'installer dans de nombreux pays européens pendant près de 1000 ans. Quelle santé! Vers 1250, Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, impose au royaume le sou d'argent et surtout une pièce d'or dont le nom allait demeurer célèbre jusqu'en 1654. L'écu était né pour vivre 400 ans. Près de Poitiers, en 1356, la bataille fait rage. « Père, gardez-vous à droite! Père, gardez-vous à gauche !» Philippe le Hardi a beau hurler, son père le roi, Jean II, dit le bon, sera fait prisonnier des Anglais. Et il ne sera libéré que 3 ans plus tard contre promesse d'une forte rançon. Pour payer cette rançon, on fit frapper ce beau denier d'or que l'on baptisa franc à cheval, car franc, en français du Moyen-Âge, signifiait libre. Voilà la belle histoire de la toute première apparition du franc. Les monnaies tournois étaient frappées à Tours, d'où leur nom, et les monnaies parisis, je vous le donne en 1000, elles étaient frappées à Paris. C'était bien compliqué de les utiliser, car elles n'avaient pas la même valeur.
tous les rois qui vont se succéder jusqu'à François Ier feront frapper des écus d'or représentant les armes de France aux fleurs de lys. Le flanc est en or, en argent ou en métal moins noble. Il deviendra une pièce. Les coins sont des sortes de poinçons sur lesquels est gravée l'image à l'envers de la pièce. Les graveurs de coins sont des artistes. Pour bien comprendre, imaginez un moule de plastique que vous appuyez sur une rondelle de pâte à modeler. C'est exactement la même méthode avec les pièces. On disait, au Moyen-Âge, qu'une monnaie était sonnante et trébuchante, car elle faisait du bruit en tombant sur une surface dure. Elle sonnait. Cette pièce pesait son juste poids sur une balance, appelée trébuchet. Elle était trébuchante. Vous pouvez le voir de gauche à droite sur ce vitrail. Suivez bien mes explications. La rondelle de métal, appelée flanc, est posée entre les deux cylindres de métal appelés coins. L'ouvrier frappe avec un marteau, bing, bang, sur le coin de dessus pour reproduire l'image des coins sur la rondelle. Quand il a terminé, une pièce de monnaie est née. Par la suite, cette technique a bien sûr été très améliorée. Mais voilà pourquoi on ne dit pas fabriquer une monnaie, mais frapper une monnaie, même de nos jours. Le louis d'or est né en 1640 sous le règne du roi Louis XIII. Cette pièce valait 10 livres tournois, soit 200 sous, et allait devenir, et pour longtemps, la monnaie française par excellence. L'écu existe toujours, mais ce nom est alors réservé aux pièces en argent. Dès 1685, on assiste à l'apparition des premières monnaies en papier, provoquées par le manque de monnaie métallique. Imaginez des cartes à jouer, ou bien un simple carton blanc avec l'inscription manuscrite d'une somme et la signature d'une personne autorisée. Mais lorsqu'en 1717, l'État décide que ces cartes seront échangées pour la moitié de leur valeur en monnaie métallique, le système est bien sûr rapidement abandonné. Pour faire face à ces problèmes d'argent, l'État n'hésitait pas, déjà à l'époque, à rogner sa signature. L'Écossais John Lave, prononcé à l'anglaise Law, John Law, propose au régent l'ingénieux système suivant. Il crée la Compagnie des Indes et vend du papier-monnaie contre de l'or qui sera prêté à l'État. C'est une aubaine, car à la mort de Louis XIV, en 1715, les caisses de l'État sont vides. Malheureusement, les porteurs d'actions demandent le remboursement et la Banque royale fait faillite en 1720. Beaucoup sont ruinés et Law, qui était devenu contrôleur général des finances du royaume, devra s'enfuir à Venise où il mourra. Hasta la vista, baby. Sorte de papier-monnaie, eux aussi, les assignats sont garantis par la vente des biens nationaux. En effet, dès la Révolution de 1789, les biens confisqués au clergé et à la noblesse sont mis en vente et représentent une valeur importante. Mais le nombre d'assignats imprimés par l'État est tellement considérable qu'en 1796, la valeur des assignats s'effondre. Un assignat de 100 livres ne vaut plus qu'un sou. Le 17 mai 1796, on revient à la monnaie métallique. Absolument. Pour diverses raisons, à la Révolution, la monnaie métallique n'est pas assez nombreuse. On va voir donc apparaître, en plus des assignats, différentes pièces ou différents billets émis par des villes, par des entreprises et même par l'armée. La plupart de ces monnaies parallèles
sont remboursables en assignats, ce qui n'enchante pas les utilisateurs. Quant à l'armée, elle promet un remboursement le jour de la paix, ce qui reste tout de même extrêmement vague. Le louis d'or de 1786, avant la Révolution, porte les légendes « Louis XVI, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre », et sur l'autre face, « Le Christ règne, vainque et commande ». Alors que le louis d'or de 1792, après la Révolution, porte les légendes « Louis XVI, roi des François », et sur l'autre face, l'an 4 de la liberté. Les choses avaient évolué, mais le louis demeurait pour l'instant. La célèbre loi du 18 Germinal précise « L'unité des monnaies prendra le nom de franc pour remplacer celui de la livre. Le franc est donc revenu. Après plusieurs centaines d'années d'absence. La nouvelle pièce d'argent est d'un poids égal à la centième partie du kilogramme, soit 10 grammes. Rappelez-vous que le système révolutionnaire des poids et mesures, né le 1er août 1793, est celui que nous utilisons aujourd'hui. Je pense que vous savez tous qu'il y a 1000 grammes dans un kilogramme, 1000 millilitres dans un litre, 1000 mètres dans un kilomètre. Le franc germinal verra le jour en 1803. Ce sera une pièce de 1 franc en argent représentant le profil de Bonaparte, le premier consul. La Banque de France fut créée par Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, le 18 janvier 1800. Sur le livre des actionnaires, on peut voir sa signature sur la première ligne de la première page. Bonaparte avait acheté ce jour-là 30 actions. Les premiers billets de banque de 500 et de 1000 francs sont imprimés en noir et blanc et ne respirent pas beaucoup la gaieté. Savez-vous qu'à cette époque, un ouvrier gagne moins de 2 francs par jour? Par conséquent, un seul billet de 500 francs représente donc plus de 8 mois de salaire de cet ouvrier. Manifestement, les premiers billets de la Banque de France ne s'adressaient pas au peuple. Eh bien, mes petits amis, les faussaires ont toujours existé, même dans l'Antiquité. Et il est beaucoup plus facile d'imiter un billet que de frapper une pièce, croyez-moi. On va donc s'efforcer, dès 1822, de fabriquer des papiers spéciaux dans lesquels on glissera des éléments métalliques. Ce dispositif est l'ancêtre de la bande de sécurité que l'on voit sur nos billets modernes. On va également essayer de faire apparaître par transparence un dessin installé dans l'épaisseur du papier. C'est le filigrane. Avec nos billets modernes, vous pouvez faire le test, vous verrez le filigrane au travers du billet. Ces deux techniques sont à l'époque, et même encore de nos jours, très difficiles à réaliser. Donc, très difficiles à copier. Les timbres renforcent la sécurité des billets. Ils permettent également d'imprimer les peines prévues pour les faussaires. Jusqu'en 1832, vous êtes faussaire, c'est la mort. Jusqu'en 1960, ce sont les travaux forcés à perpétuité. Actuellement, la peine s'est adoucie, puisqu'un faussaire risque 30 ans de prison maximum. Quant aux signatures des caissiers et des contrôleurs, savez-vous qu'il a fallu attendre 1862 pour qu'elles soient imprimées ? Auparavant, tenez-vous bien, tous les billets de banque étaient signés un par un, à la main,
une vraie torture, surtout lorsque les signatures se faisaient avec une plume d'oie. Au fil des années, l'impression des billets de banque s'est modernisée. On a d'abord creusé le support, c'était la taille d'épargne. Puis on a réalisé la gravure en creux, c'est la taille douce. Avec ce dernier procédé, l'encre forme un léger relief que l'on sent avec le bout de son doigt. Si, essayez, vous verrez. Depuis 1972, certains billets sont imprimés à l'aide d'un rouleau ancré portant le dessin. C'est l'impression offset, également utilisée en imprimerie de journaux. Depuis la fin des années 80, la conception graphique assistée par ordinateur permet de fabriquer des plaques en relief par morsure chimique de film portant les images des billets. Le résultat final est semblable à celui de la taille douce. Les nombreux rois et empereurs qui se sont succédés au XIXe siècle ont provoqué la multiplication des monnaies à leur effigie. J'espère que vous savez ce que c'est que l'effigie. L'effigie, c'est le portrait du souverain. Sur cet exemple, vous voyez les différentes pièces de 1 franc qui se sont succédées de 1804 à 1870. Napoléon empereur, République française. Napoléon empereur, Empire français, il avait pris du galon. Louis XVIII, roi de France, Charles X, roi de France, Louis-Philippe Ier, roi des Français, Louis-Napoléon Bonaparte, République française, Napoléon III, Empire français, mais c'est le même, sans oublier l'effigie de la Deuxième République de 1848 à 1852. L'empereur Napoléon III est battu par les Allemands en 1870 et bientôt capturé. Il partira en exil en Angleterre. La chute du Second Empire ne tarde pas. C'est à cette occasion que circulèrent ces pièces où il se trouve violemment caricaturé en cochon. Sur l'autre face de la pièce, l'aigle a été remplacé par une chouette. La Troisième République va naître et l'on verra les partisans du rétablissement de la monarchie faire circuler des pièces à l'effigie de Henri V, qui pourtant ne régnera jamais. Marianne, si vous l'ignorez encore, est l'effigie de la République. La belle Marianne est partout, en buste dans chaque mairie, sur les timbres, sur les pièces de monnaie et en bien d'autres endroits encore. Mais son visage change au cours des époques et de nombreux artistes graveurs l'ont représenté. Vous pouvez admirer sur l'écran 8 d'entre elles, mais sachez qu'entre la Révolution et le passage à l'euro, pas moins de 16 Mariannes différentes se sont succédées sur nos pièces. Amusant, non? Les billets en noir et blanc sont bien tristes, mais hélas, les faussaires commencent dès 1850 à les photographier. D'abord tout rouge ou tout bleu, les billets sont rapidement imprimés en 2 couleurs, et ceci est un moyen de lutter contre les faussaires car la photographie en couleur n'existe pas encore. Le billet de 20 francs, bleu et rose, émis en 1888, restera en circulation jusqu'en 1945. Enfin, c'est en 1906 que le premier billet en quadrichromie, c'est-à-dire avec 4 couleurs, et dont vous voyez l'image sur l'écran, fera son apparition. Les billets en euros utilisent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop! La création d'un billet de banque nécessite à la fois des connaissances techniques et des compétences artistiques. Un billet est pensé comme une œuvre d'art et beaucoup d'artistes célèbres, dessinateurs, peintres et graveurs
ont travaillé avec la Banque de France. Tous les billets que vous connaissez ont été étudiés sous forme de maquettes avant d'être imprimés. Vous pouvez voir sur cet exemple les modifications d'un billet à l'effigie du bon roi Henri IV. Vous savez, celui de la poule au pot. Les différences sont assez importantes entre la maquette et le billet définitif. La guerre de 1914-1918, encore appelée Grande Guerre, a coûté fort cher à la France. Les dépenses de guerre devaient être payées en or, et le stock d'or de la Banque de France baissait dangereusement. C'est pourquoi une grande campagne de publicité a été lancée par le gouvernement de l'époque pour que les Français apportent leur or à l'État. Les bijoux, les monnaies, parfois même les lingots, tout était bon pour l'effort de guerre. L'État payait les généreux donateurs en papier-monnaie. Tout était bon entre 1916 et 1918 pour aider le moral des Français en guerre. C'est pourquoi on va voir apparaître des billets avec des dessins patriotiques ou guerriers. Billets de 5 francs à la femme casquée, billets de 10 francs à l'effigie de la déesse guerrière Minerve, billets de 20 francs illustrés du portrait du chevalier Bayard, vous savez bien, celui qui était sans peur et sans reproche. Comme le métal manque, circulent des pièces en carton et même des pièces de mica transparent, sorte de plastique, avec un timbre collé dessus pour indiquer la valeur. Après la défaite de 1940, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les troupes allemandes occupent la France. Le gouvernement n'est plus à Paris, mais à Vichy. Le franc est lié à la monnaie allemande, le mark. Et il faut 2 fois plus de francs pour avoir un mark. L'économie de la France est pillée. De nouvelles pièces et de nouveaux billets font leur apparition. Vous voyez la célèbre pièce de 1 franc en aluminium, car les autres métaux sont bien rares à cette époque, avec la devise de l'État français, travail, famille, patrie. Liberté, égalité et fraternité ont disparu pour quelques années. Quant au billet de 50 centimes, il est émis au profit des prisonniers de guerre. Les vertus de la France au travail ont été illustrées lors de la Première Guerre mondiale avec un billet de 10 francs montrant une paysanne, symbole de la France agricole, un billet de 5 francs montrant un débardeur et un billet de 20 francs montrant un faucheur. On retrouve cette idée lors de la Deuxième Guerre mondiale où l'on voit apparaître un billet de 5 francs montrant un berger, un billet de 10 francs montrant un mineur et un billet de 20 francs montrant un pêcheur. Regardez là sur l'image. Le dernier billet de ce type date de 1945 et montre un paysan. Regardez-le, il est également sur l'image. Le 6 juin 1944, les armées alliées débarquent en Normandie. C'est le jour le plus long. Avez-vous vu le film ? La France ne va pas tarder à être libérée. Les troupes américaines et anglaises ont apporté dans leurs bagages des monnaies préparées spécialement, soit en Amérique, soit en Angleterre. L'ensemble des billets en circulation sous l'occupation allemande est retiré peu après et remplacé par une nouvelle émission de monnaie. Saviez-vous que la France possédait autrefois des colonies ? Ces colonies étaient des pays d'Afrique, d'Asie ou du Pacifique qui formaient ce qu'on appelait l'Empire français. La grande majorité de ces pays a repris depuis longtemps son indépendance. Mais les pays qui constituaient cet empire utilisaient le franc comme monnaie. Des billets de banque réservés à ces pays ont donc été mis en circulation, ainsi que des pièces.
Et tout cet ensemble porte le nom de zone franc. Vous pouvez voir sur l'écran un billet de la Banque d'Indochine, mais il existait aussi des billets de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, ou des banques d'Afrique du Nord, ou des Antilles. 14 pays d'Afrique utilisent encore aujourd'hui le franc, mais c'est un franc particulier, puisque il vaut 1 centime français. Le franc, que l'on appelait ancien franc, est mort le 27 décembre 1958. Il était à bout de souffle. Le coût énorme de la reconstruction de la France et des guerres coloniales lui avait fait perdre plus de 80% de sa valeur, et les prix s'envolaient toujours plus haut. L'envol des prix, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Savez-vous qu'à cette époque, une place de cinéma coûtait 2500 francs? Il a donc fallu imprimer des billets et frapper des pièces avec des valeurs de plus en plus grandes. Billets de 10 000 francs, pièces de 100 francs. Ce pauvre ancien franc était vraiment très malade. Le 1er janvier 1960, on assiste à la naissance du nouveau franc. C'est le franc que nous utilisons encore actuellement. La valeur de ce nouveau franc est égale à 100 anciens francs, et c'est un changement très important pour la population. Je suis certain que dans vos familles, cherchez bien, il y a encore un grand-père ou une grand-mère qui ne peut s'empêcher de compter en anciens francs plus de 40 ans après l'événement. Il va falloir frapper de nouvelles pièces et imprimer de nouveaux billets, mais en attendant, les anciens billets sont surchargés, c'est-à-dire que l'on va imprimer sur un billet en ancien franc la nouvelle valeur en nouveau franc. Ainsi, vous pouvez voir sur cette image que le billet de 500 francs ne vaut plus que 5 francs. Absolument. À partir de 1939, la Banque de France a utilisé l'effigie des grands hommes français pour illustrer ses billets. Cette tradition va se terminer avec l'arrivée prochaine de l'euro. Vous voyez quelques-uns de ces grands hommes et grandes femmes sur l'écran, mais il y en a eu beaucoup d'autres. N'hésitez pas à questionner votre enseignant si certains noms vous paraissent inconnus. Descartes, Hugo, Richelieu, Racine, Voltaire, Berlioz, Pasteur, Montesquieu, Debussy, Cézanne, etc., etc. Eh bien oui, il faut encore et toujours lutter contre les faussaires. C'est pourquoi l'on multiplie les complications et les pièges sur nos billets modernes. Sur cette image, vous pouvez voir les 8 signes de sécurité de nos billets actuels. Demandez donc à vos parents de vous en confier quelques-uns pour faire des essais. Je pense qu'ils vont accepter. Les futurs billets en euros comprendront plusieurs dizaines de signes de sécurité, dont certains resteront secrets. Ah là là, les faussaires ont du travail en perspective et du souci à se faire. Amusant, non? Le 1er janvier 2002, 12 pays de l'Union européenne auront la même monnaie. Seuls la Grande-Bretagne, le Danemark et la Suède ont préféré attendre pour voir. Il va falloir maintenant que vous réfléchissiez sérieusement à propos de votre argent de poche, du prix des bonbons, ou des cartouches pour les jeux vidéo, et même du prix des places de cinéma. À propos, quelqu'un connaît-il ce prix en euros? Non? Eh bien, une place de cinéma coûtera entre 5 et 7 euros. Allez mes jeunes amis, à vos tirelires. Ok. Les billets en euros seront au nombre de 7. Le billet de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200
et de 500 euros. Le petit billet de 5 euros aura une valeur de 32 francs 80, alors que le gros billet de 500 euros aura une valeur de 3279 francs et 79 centimes. Sur l'une des faces des billets, le recto, on peut voir des portes et des fenêtres. Cela symbolise l'ouverture en Europe. Sur l'autre face des billets, le verso, on voit des ponts. Cela signifie la libre circulation en Europe. Sur cette face, on peut voir également la carte de l'Europe créée depuis des photos satellites. Il y aura 8 pièces en euros, 1, 2 et 5 centimes, 10, 20 et 50 centimes, 1 euro et 2 euros. L'une des faces, celle qui porte la somme, sera la même pour tous les pays de l'Union. Par contre, chacun des pays aura pour ces pièces une face particulière. Ainsi, la France, pour les pièces de 1, 2 et 5 centimes, aura la tête de Marianne. Pour les pièces de 10, 20 et 50 centimes, la fameuse semeuse que l'on peut voir sur les pièces de 5 francs par exemple. Et pour les pièces de 1 et 2 euros, l'arbre. Sachez, petits amis, qu'à partir du 14 décembre, pour 100 francs, vous pourrez acheter les sachets de 40 premières pièces que vous ne pourrez utiliser qu'au 1er janvier 2002. Chers petits amis, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous vous souviendrez de cette histoire de la monnaie en France et que cela vous donnera envie de regarder d'un peu plus près l'histoire et la géographie de l'Union européenne. Et pourquoi pas, l'envie de collectionner quelques belles pièces de notre ancienne monnaie, le franc. Chers petits amis, bonne route sur les chemins de l'euro. C'est fini.